Alors ici, j'ai fait une recherche sur les curriculums et il y a une mode qui est celle des indications, à quel point vous connaissez les choses. C'est ridicule et je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne nous avance à rien. Parce qu'en fait, quand vous êtes débutant, vous n'avez pas pris conscience de l'étendue des connaissances nécessaires. Vous indiquez vos compétences 4 sur 5, 3 sur 5 par rapport à ce que vous connaissez. Et on peut avoir des choses tout à fait particulières, c'est que quelqu'un qui connaît plus que vous va s'estimer moins bon dans le logiciel. Il va se donner 2 sur 5, par exemple. Alors que vous, qui connaissez pas grand-chose, 4 sur 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est extrêmement important de connaître ça parce que c'est essentiel, en fait, dans la vie. Voilà, dans la partie image, j'ai plein de démonstrations. En voilà une au hasard. Donc vous avez de gauche à droite en horizontal l'accumulation des compétences que vous accumulez au fur et à mesure que vous connaissez une matière. Et en vertical, c'est la confiance en soi. Et on remarque que au début, vous n'avez pas pris conscience de l'étendue des connaissances nécessaires pour faire tel ou tel métier. Et donc, vous êtes dans la montagne de la stupidité. Auto-surévaluation de ses compétences à soi, et tant qu'à faire, sous-estimation des experts. Pourquoi est-ce que... Pourquoi l'expert dit que c'est compliqué, mais c'est super simple en fait de faire ça. C'est un métier super simple. Il n'y a qu'à. D'ailleurs, les stagiaires, ils sont souvent dans cet état d'esprit et hein, ils sont toujours en train de dire: «Oui, mais pourquoi vous faites ça? Il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à». Et le jour où ils ont un vrai problème, on leur dit: «Bah, tu appuies sur la touche il y a qu'à du clavier». Autrement dit, voilà, on va te faire mariner un peu avant de te donner la solution, tellement tu nous as ennuyés avant. Et je pèse mes mots. À un certain moment, quand on est arrivé à devenir un peu plus expert, on se rend compte, mais en fait, je connais rien. Et donc, on est dans la vallée de l'humilité. Et puis, petit à petit, les compétences augmentent si on continue à étudier. Et en même temps, la confiance en soi augmente. Donc, on a une synchronisation entre la courbe d'apprentissage et la courbe de confiance. Donc ça, c'est l'idéal. C'est logique. Plus je connais, plus je suis confiant. Auto-évaluation réaliste des compétences. Et puis, à un certain moment, on ne sait plus trop apprendre parce qu'on est allé au bout du processus, plateau de la consolidation des connaissances. Donc ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Pour être tout à fait honnête, c'est un peu plus que ça, l'étude de ces deux scientifiques, mais dans la culture populaire, c'est ça qui est montré. Très intéressant, parce que quand vous avez quelqu'un qui vient critiquer votre boulot alors qu'il n'y connaît rien, vous vous dites, ah ben, il est dans la montagne de la stupidité. Voilà, ça, voilà. Parallèlement à ça, il y a un autre phénomène, c'est qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases. Ils ne peuvent être experts que dans un domaine. Il est impossible que quelqu'un soit expert dans des domaines complètement différents. Ah, c'est très ennuyeux, mais c'est une simplification de la réalité. On a toujours tendance à simplifier la réalité. Alors on voit, oui, oui, lui, il fait ça, elle fait ça. Elle sait certainement rien faire d'autre. Eh ben non.
Alors, je vous montre ici un livre sur les bombardiers soviétiques. C'est des années 30 jusqu'à 1940. Donc, c'est un livre très spécialisé. C'est écrit par un spécialiste des avions russes. Vous avez vu le nom de l'auteur? Hervé Léon? Ça vous dit quelque chose, Herbert Léonard? C'est un chanteur français. En plus d'être chanteur, il est spécialiste des avions russes. Quand je vous dis qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases, et quand je montre ça, d'habitude, les gens sont mais non, ça ne peut pas être lui. C'est le même nom, mais ça peut pas être le chanteur qui est. Ben si. Donc, on est parfois surpris, quoi. Il est spécialiste des avions russes. Ben oui, il peut très bien être un bon chanteur et en plus un spécialiste de ça, pourquoi pas? Où est le problème? Donc, pour revenir à la question des CV avec les auto-évaluations, ben vous comprenez maintenant pourquoi ça n'a pas beaucoup de sens de s'auto-évaluer comme ça. Ici, c'est un faux CV, hein, c'est écrit en lorem ipsum, je ne me permettrai pas de montrer le CV d'une vraie personne. Ce sont des modèles de CV. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, moi, ce que je ferai, c'est indiquer, ouais, je suis de niveau avancé, et en plus, indiquer les différentes choses que vous maîtrisez. Par exemple, pour Photoshop, si vous indiquez: «Oui, je maîtrise toutes les bases de Photoshop», plus, comment faire des variables dans Photoshop, utiliser les variables, c'est pour faire plein de documents différents, mais sur base, d'un fichier Excel qu'on relie à Photoshop. C'est ce qu'on appelle les variables. Je maîtrise, le détourage, de cheveux, détourage difficile. Je maîtrise ceci ou ça dans Photoshop, la typographie, voilà, avec l'exportation en vectoriel, Ça note. ça peut être un peu long. Oui, il faut le mettre peut-être en plus petit, mais moi, je pense que c'est plus convaincant que de dire: «Je suis à 9/10 de Photoshop», hem, voilà. Même chose pour InDesign, tout ça, hein, dire ce que vous maîtrisez, hein. Les gabarits, je maîtrise les gabarits, le parentage de gabarits, bon déjà ça impressionne, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui connaît tout ça, la typographie, les règles de typographie, de base ou avancées, c'est vous qui indiquez, voilà. Bon, ce qui se passe aussi, c'est ce qu'on a sur les CV, sur LinkedIn, par exemple. On a les différentes formations qu'on a suivies sur LinkedIn en ligne. Donc, il n'est pas interdit aussi d'indiquer les différentes formations spécialisées qu'on a suivies. Voilà, j'ai suivi une formation sur comment faire une bichromie dans InDesign, comment faire la bichromie dans Photoshop. Toute la liste des formations spécialisées, ou ça peut même être des tutos que vous avez suivis, des gros tutos que vous avez suivis qui sont même gratuitement accessibles sur YouTube, pourquoi pas. Euh, Ne pas oublier qu'on peut aussi mettre sur un CV un QR code qui vous amène vers une page à vous, en ligne, que vous pouvez actualiser quand vous voulez. Donc, tout ne doit pas nécessairement être sur le CV. Insérer un QR code, ça peut être très bien. Donc, les QR codes dans InDesign, je vous avais peut-être pas eu l'occasion d'essayer. C'est extrêmement simple. Il suffit de faire un bloc. Alors, est-ce que c'est un bloc image? Il faudrait que je vois si je me souviens. Et alors, il y a la possibilité de générer des QR codes. Où sont-ils encore, les QR codes? Je vais rechercher ça. Oui, c'est simplement dans le menu Objet. Dans le menu Objet, on a généré un QR code dans le menu Objet. Oui. Générer un QR code, voilà. Et dans ce cas-ci, j'ai juste copié l'URL du CV que je vous ai montré il y a quelques secondes, juste pour avoir une URL, mais n'importe quoi, c'est bon. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, ah oui, ça c'est la couleur du QR code. Ok, je vais le mettre en bleu, pourquoi pas. Ok, et le voilà.
Et quand on le sélectionne et qu'on retourne dans modifier le QR code, bah oui, puisqu'il a vu qu'il y a un QR code dans le bloc maintenant. Donc, il ne propose plus, quand je sélectionne le bloc et je vais à cet endroit-là, c'est plus générer un QR code, c'est modifier. Voilà, et vous voyez quel est le QR code. Sinon, on a aussi un panneau hyperlien. Il faut que je le retrouve. Objet interactif, fenêtre objet interactif, hyperlien. Oui, ça, c'est tout ce qui concerne la création de PDF interactifs ou de livres électroniques interactifs. Donc, le panneau hyperlien qui n'intègre pas, tiens, apparemment, encore le QR code. Pourquoi? Mais non. Donc, oubliez ça. Le QR code n'est pas intégré dedans. Alors moi, ce que je conseillerais pour faire un CV, c'est de faire un CV qui ne coûte pas cher à imprimer et qui ne bouffe pas de l'encre quand on l'imprime. Donc ce genre de fantaisie qui vont vous vider vos cartouches si jamais la personne qui reçoit le CV veut l'imprimer. Elle reçoit le CV par mail, elle veut l'imprimer, ou alors vous l'avez imprimé vous-même, vous l'avez envoyé. Vous avez dépensé pas mal d'argent avec de la couleur, que ce soit votre imprimante ou celle du copy service, même combat, vous avez bouffé de l'encre pour pas grand-chose. Donc un bon CV, pour moi, c'est un CV qui va vraiment avoir une bonne typographie, du texte avec des différents niveaux, différentes grandeurs de texte, une hiérarchie, une belle typographie, approche optique, un bon choix de police, et qui peut fonctionner en noir et blanc sans problème. Donc un CV noir et blanc, avec une belle typographie. Je ne dis pas que ceci, c'en est une, justement non. Ça, c'est pour faire de la recherche pour du secrétariat, d'accord, mais si on est graphiste, on montre dans son CV quand même qu'on sait régler la typographie, qu'on s'y connaît en typo. Un beau CV. Oui, parce que si vous envoyez un CV en couleur, alors qu'il aurait pu fonctionner très bien en noir et blanc, qu'est-ce que vous envoyez comme message à l'employeur potentiel? Voilà quelqu'un qui sait dépenser de l'argent inutilement. Plein de couleurs dans le CV, mais pourquoi dépenser autant d'argent dans de l'encre pour un CV, quoi? Ça, c'est mon avis. Donc, en général, on n'est pas engagé parce qu'on sait dépenser l'argent, plutôt parce qu'on sait l'économiser. Et c'est d'ailleurs le boulot du graphiste. C'est avec très peu de moyens, peut-être même un seul passage en presse, juste du noir, sur un papier blanc, arriver à faire un document qui est intéressant, graphiquement valable. C'est ça le boulot du graphiste, hein. C'est pas de dépenser un maximum d'argent pour faire du vernis, de la dorure dans tous les coins. C'est de faire des documents qui coûtent pas cher à produire et pourtant ils sont valables visuellement. Donc, dans l'histoire de la communication graphique, il y a eu plein de délires. Ici, je vais vous montrer le design de Peter Saville. Un de ses designs les plus connus. Il est très bon, hein. C'est un designer graphique reconnu. Mais voilà à quoi il a participé en 1983. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe de musique. C'est passé l'album. Ouais. Non, ce groupe de musique, si, pardon, excusez-moi. Le groupe, là, est le nom du morceau parce que c'était un maxi, c'est un disque vinyle 30 cm de discothèque, donc il y a un morceau par face. Donc, le groupe New Order, le morceau s'appelle comme ça. Et donc, ils ont produit ce morceau, et ils ont mis ça dans une pochette cartonnée, recouverte d'encre noire, comme on voit, avec de la découpe
pour que ça ressemble à une disquette telle qu'elle existait à l'époque. Avant les disquettes que tout le monde connaît, les petites disquettes inventées par Sony, c'était des floppy disques, c'était des gros disques comme ça. À l'intérieur, le vinyle est dans une pochette qui est imprimée en argenté. Sur le côté, vous avez des échantillons couleurs qui sont en fait un code. C'est du texte par la couleur. Mais chaque couleur, c'est un passage en presse. Et donc, c'est un cas de figure connu de délire de graphiste. Ils en ont vendu énormément. Ça a fait leur succès à ce groupe en 1983. Sauf que plus ils en vendaient, plus ils perdaient de l'argent. Puisque ça coûtait tellement cher, la pochette. Voilà. Ah oui, c'est connu. Oui, ils ont été au bord de la faillite à cause de ça, quoi. C'est quand même bizarre, hein. Plus on vend un produit, plus on perd de l'argent, c'est pas logique. Donc, il faut penser au coût de production. Après, il y a eu des rééditions, ceci doit être une réédition, où les échantillons sur le côté, ce n'était pas à chaque fois un passage en presse différent, mais la version originale de la pochette, c'est ça l'histoire. Donc ça, c'est des rééditions. Donc tout ça pour dire que, ben oui, on n'est pas là pour dépenser de l'argent en tant que graphiste et pour se faire plaisir à faire des découpes, etc. On est là pour un produit qui doit être visuellement attractif pour le moins cher possible à produire.